J'ai traversé les siècles en silence, exclu du cercle d'y parlant, étouffé par le brouhaha des désirs des hommes et de leurs commandements. Je n'ai pu m'exprimer que par chuchotement et n'ai bénéficié de complicité que muette. J'ai marché d'âge en âge, de société en société, de génération en génération, sans élever la voix. Je devais regarder mourir sans avoir jamais l'occasion, publiquement, de témoigner. Car de tout temps, la place publique fut vide de moi. Les rues ne m'ont vu passer qu'en hâte, silhouette ouverte et éphémère, mirage d'existence. Maintenant que je suis sortie, je ne rentrerai pas. Maintenant que j'ai parlé, je ne me tairai pas. Maintenant que j'ai parlé, je ne me tairai pas. Ces paroles de l'écrivain Fawziya Zouari reflètent ce que plusieurs autres femmes arabes commencent à affirmer ici et là. À Montréal, plusieurs femmes de la communauté arabe à laquelle j'appartiens sont victimes de violences conjugales, mais n'osent pas en parler. Par pudeur sans doute, mais aussi à cause de l'incompréhension et des préjugés dont elles sont l'objet dans la société d'accueil. Leur perte de repères renvoie à celle de toute une communauté. La peur s'installe. À travers leurs déchirures se dessine la réalité de l'immigration. En attendant d'être comprises, il nous faut d'abord comprendre pourquoi nous en sommes là. Je me suis rendu compte après quelque temps que mon mari a besoin d'argent. Il fallait que je sorte travailler. Où? Comment? Je ne connais pas encore le pays. Je ne connais pas les gens. Je n'ai pas encore d'amis à part le cousin de mon mari là, et sa femme qui était bien gentil avec moi, mais ils habitaient loin, ils avaient leurs affaires à eux. Voilà. Il fallait que je sorte chercher du travail. Mais chercher du travail comment? Dans les journaux? Apparemment, dans l'enseignement, je ne peux pas le faire. C'est pas facile. Il faut étudier. Il faut avoir de l'argent. Je n'ai pas tout ça. Les peu que j'ai donné ça à mon mari à l'aéroport. Et par hasard, un jour, en tournant en rond dans les rues, j'ai vu l'hôtel de ville et je voyais des jeunes gens qui venaient aller. Je leur demandais c'est quoi. On m'a dit c'est la bibliothèque. Ah, ça au moins c'est beau. Je suis rentrée là-dedans, je trouvais des livres et on m'a rien dit. C'est-à-dire, il n'y a pas de passe pour rentrer. J'ai trouvé ça facile et fascinant. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas rien. Bon, on peut lire des livres sur place et sortir. En plus, c'était agréable, alors c'était mon refuge. Pour acheter mon silence, les hommes me fabriquèrent des ailes en soie, afin que je retombe sur leur résistance sans bruit. Je devais couler sur l'espace et le temps, sans laisser de sillon ni d'aspérité, sans endommager de mes désirs ou de mes volontés l'univers bien ordonné des hommes. Je fus tentée de m'enfuir. J'appelais à l'aide. On m'entendit à regret et l'on m'enferma doublement. Sincèrement, j'endurais sa violence sans trop dramatiser. Il me battait. Ce n'était pas grave. Je me disais, l'essentiel, c'est qu'il change et devienne bon avec moi et que mon mariage ne soit pas raté. J'étais prête à tout endurer. Le mariage est censé être quelque chose de fantastique, comme pour ma sœur ou mon amie, une vie fabuleuse. Vivre avec quelqu'un, sortir ensemble, s'amuser. Mais dès qu'on a commencé à vivre ensemble, les problèmes ont surgi.
Ça a été tout un choc. C'est ça le mariage? Je posais des questions autour de moi. Certains disaient non, d'autres disaient oui. Ça peut arriver quand le couple ne se connaît pas bien. Mais le mariage peut être une chose merveilleuse et que Dieu bénit. Je me suis dit, OK. Je ne comprenais pas pourquoi ma vie basculait. Je viens à peine de me marier et voilà que ma vie se brise. Je suis encore jeune et voilà que je veux quitter mon mari. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis arabe et je me disais, je dois endurer pour ne pas faire honte à mes parents, à mon pays. C'est ce qui me préoccupait le plus. Le Canada s'apprête à déporter mardi prochain une jeune Syrienne de 28 ans, bien qu'elle soit victime de violences conjugales. La jeune femme, Roula Koudzi, demande à la ministre fédérale de l'Immigration, Lucienne Robillard, de suspendre l'ordre de déportation pour des raisons humanitaires. Roula n'a pas été parrainée par son mari. Elle se trouve ainsi dans une situation illégale au Canada. Voilà maintenant 6 jours que Roula Koudzi se cache, probablement ici, dans la grande région de Montréal. Mais les taux se resserrent. Les policiers ont désormais reçu l'ordre de l'arrêter et les agents d'Immigration Canada ont bien l'intention de l'escorter jusqu'à son avion qui l'amènerait en Syrie dans les 48 heures suivant son éventuelle arrestation. Benoît Tranche-Montagne, Le Grand Journal. Je suis devenue, aux yeux de la loi, une fugitive, une hors-la-loi. Je dois changer fréquemment d'adresse. On me demande de quitter le pays, mais je ne peux pas le faire dans ces conditions. Surtout que ma famille est bien connue là-bas et elle ne sait rien de mes problèmes. Je ne leur avais rien dit. Je me suis fait couper les cheveux que j'avais longs et attachés dans les images que la télévision a montrées de moi. Je ne pouvais supporter de voir mon histoire à la une des journaux. J'ai changé de tête afin que les gens ne me reconnaissent pas. J'étais libre comme l'air et du jour au lendemain, je me suis sentie traquée, en cavale. La police me recherche. Mais pourquoi? Je n'ai rien fait de répréhensible. Je n'ai pas commis de crime. J'ai simplement demandé à être protégée. Je ne veux pas retourner dans mon pays dans ces circonstances. Je suis prête à aller dans n'importe quel autre pays. Je ne veux pas arriver dans ma famille, chez ma mère, précédée de cette publicité épouvantable. Il n'est pas question que je le fasse. Comment affronter le regard des autres après avoir dénoncé mon mari? Bien sûr, il est coupable. Le juge l'a condamné à la prison et lui a ordonné de divorcer et de se tenir loin de moi. Tous les jours, je fais brûler de l'encens pour éloigner le mauvais sort. Je vois la situation se détériorer et je me sens impuissante. J'ai tout essayé. Il ne me reste plus qu'à m'en remettre à Dieu. Roula a dû quitter le Canada pour un pays arabe, d'où elle a fait sa demande d'immigration. Aidée par son avocate, elle est revenue quelques mois plus tard en tant qu'immigrante reçue. Mais pour toutes ces femmes, dénoncer la violence conjugale ne règle pas tout. Elles font face à une logique d'intervention qui leur est étrangère. Elles répètent les faits aux policiers, aux intervenantes, aux traducteurs, aux agents de l'immigration et aux juges.
Puis elles échouent, souvent seules sur le rivage de l'incertain. Plusieurs d'entre elles se rendent compte trop tard que la loi canadienne sur le parrainage les place sous la tutelle du mari et renforce ainsi son pouvoir de contrôle. Et donc, quelle est la situation d'une femme immigrante qui se fait parrainer par son conjoint et qui est au Canada? Elle dépend complètement de cet engagement que son mari a pris à son égard. Le garant, donc son conjoint, peut retirer l'engagement jusqu'à temps qu'elle obtienne la résidence permanente. Ça crée une situation dans laquelle toutes les chances pour cette femme d'immigrer au Canada dépendent entièrement de la position du garant. Ce qui arrive, c'est que une femme qui est en attente de statut de résidence permanente ne pourra pas recevoir de soins de santé, ne pourra pas recevoir de bien-être social, pourra très difficilement obtenir un permis de travail. Alors, quand on dit qu'elle dépend de son conjoint, c'est tout à fait exact. Donc, la femme immigrante qui fait face à de la violence conjugale est d'autant plus mal prise que sa consoeur québécoise ou canadienne, parce que souvent, cette femme-là va se retrouver ici complètement isolée. Alors, l'isolement peut venir du fait qu'elle n'a pas de membres de sa famille qui sont ici, elle n'a pas d'amis. Une relation abusive va souvent être jumelée avec toutes sortes d'interdictions. Ça peut être l'interdiction de circuler dehors, d'aller au dépanneur. Ça peut être aussi l'interdiction d'utiliser le téléphone, l'interdiction d'aller à des cours de langue pour bien s'assurer que cette femme-là n'aura aucune chance de s'en sortir, qu'elle n'aura aucune chance de quitter cette espèce de cellule de prison, carrément, que le domicile devient pour elle. J'ai compris que mon mari ne voulait pas d'enfant, là, parce que j'ai eu un petit retard, et moi, tellement j'étais contente. Bon, la deuxième violence dont j'allais parler tout à l'heure. Alors, il me dit, tu vas aller à l'hôpital et tu vas faire un curtage. J'ai dit, ça, pas question, je le garderai, même si je vais dans la rue demander de l'aumône. Alors, il a commencé... la vache, la bouche à nourrir, la je sais pas quoi. Moi, d'ailleurs, même si tu auras un enfant, moi j'ai mes 2 enfants, celui-là, je ne m'en occuperai pas. Il se réveille, il me dit que je vais te renvoyer en Tunisie. Je lui dis, je suis pas un colis que tu ramènes quelque temps, puis tu envoies en Tunisie après un certain temps. Pourquoi? Moi, je ne bougerai pas d'ici. Moi, j'ai peur d'autre chose. Bien sûr, c'était très indignant. Un homme qui vous dit ça, vous ne restez pas une minute avec lui. Mais moi, il y a d'autres choses en Tunisie. Il y a une pression sociale, psychologique, qui est pire que l'enfer que je vis à la maison. Là-bas, ce qu'il dit le voisin, ce qu'il dit le collègue, ce qu'il dit le parent, ce qu'elle dit la famille, c'est plus important que nous, quoi. Tu vas rentrer en Tunisie, sinon je vais aller dire à l'immigration qu'on est déjà mariés, qu'on n'a pas déclaré notre mariage en Tunisie. Et là, ils vont venir te chercher. Ils ont comme une prison. Ils vont te garder quelque chose et ils vont t'expulser. C'était un cauchemar pour moi. Mon mari est devenu mon ennemi. Je suis là, je vis un enfer. Comment faire pour m'en sortir? Il n'y a aucune sortie. Pour moi, le mariage, c'était une
petite libération, quoi. Parce que la femme mariée, elle est plus libre que la jeune fille en Tunisie, quoi. Et cette liberté, c'était un prison, un enfer. Un ennemi qui vit avec moi, mais je ne peux pas le quitter. J'étais loin d'imaginer que je puisse me retrouver dans une pareille situation. La police, la justice. Or, je suis dans un pays étranger. Et tout ça à cause de qui? De quelqu'un à qui j'ai donné ma vie, ma jeunesse. Je ne pouvais pas croire que mon mari m'avait fait ça. Je me demandais souvent, pourquoi? Personne ne nous avait forcé à nous marier. Je t'avais choisi et tu m'avais choisi. Pourquoi me fais-tu ça? Violence, douleur, insulte. Son objectif maintenant, c'est de me faire rentrer en Tunisie par tous les moyens. Il est allé à l'immigration pour retirer le parrainage dont il a commencé les procédures au début. Et moi, pendant ce temps, j'attends qu'on vienne me chercher, qu'on vienne m'expulser. J'ai peur. Il faut que je parle à des gens. J'ai recontacté l'assistante sociale quand j'ai vu vraiment, lui, il n'y a pas de remède avec lui. Bon, alors, il faut faire quelque chose. Du bureau des travailleurs sociaux, on est allé chercher mes affaires. Il y avait un policier avec nous. Tout ce que je me rappelle, j'ai pris ma valise et je suis sortie. Comment le fait d'avoir travaillé avec des femmes arabes, victimes de violences conjugales, et m'a poussé à aller me poser beaucoup de questions. Je me rappelle, c'était une femme qui parlait pas un mot de français, bien sûr pas un mot d'anglais, qui avait 6 enfants, puis qui devait avoir autour de 40 ans. Puis elle est arrivée avec 2 policiers, hommes. Et ce soir-là, par pur hasard, j'étais de garde. Ils sont arrivés tard dans la nuit. Et puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite, je l'ai senti qu'elle était arabe. Et puis là, j'ai dit bonjour en arabe. Quand j'ai dit bonjour en arabe, elle a éclaté en sanglots. Puis la première chose qu'elle m'a dit, elle a dit, ben, tu sais, Dieu existe. Et c'était difficile pour moi de rester professionnelle parce que, bon, on a certains règlements à respecter et tout. Je me posais la question, est-ce que les outils que j'utilise, la formation que j'ai eue ici, est-ce que vraiment elle serait bonne et applicable? Et c'est sûr qu'elle était bonne dans les 80%, mais c'est sûr qu'il fallait apporter beaucoup de changements parce que c'est vraiment pas la même dynamique. Les mesures qui existent peuvent être extrêmement efficaces en situation de crise, extrêmement pertinentes en situation de crise, mais peuvent devenir complètement dévastatrices pour l'après-crise. Qu'est-ce qu'on dit aux femmes? Bon, écoute, tu es soumise, tu as été brimée dans tes droits, on va te soutenir, on va t'offrir des services de première ligne, et ça, j'ai rien à dire, c'est important que ça existe. Bon. Mais après,
Bon. Parce que moi, j'ai vu des choses complètement incohérentes, du genre des personnes qui vivaient une situation familiale, traditionnelle, qui était tout à fait conforme à ce qu'on considère comme une situation familiale, entre guillemets, normale, dans le pays d'origine, et qui, au bout d'une année ou deux, me sortait un discours qui n'était pas du tout intégré, qui n'était pas du tout le leur, du genre « Ah oui, maintenant il faut que je travaille, et puis mon mari, il va falloir que je mette carte sur table, il faut qu'il partage les tâches d'égal à égal avec moi, alors qu'elle n'était pas là du tout, du tout. » Il y a toute une remise en question à faire. Ça ne vient pas tout seul. Là. On ne passe pas tout de suite aux conclusions et puis à leur distribution des pouvoirs. Il faut qu'elles se comprennent. Pourquoi, d'abord? Pourquoi est-ce qu'elles ont fonctionné dans un modèle comme ça? Quelle était la logique interne à ce modèle-là? Pourquoi ce modèle-là ne répond plus, ne correspond plus à leur... Et comment, finalement, elles aimeraient que les choses changent? Elles m'ont reflété beaucoup de choses, que ce soit côté professionnel, que ce soit côté émotionnel. Et puis, je me suis mise moi-même à remettre en question beaucoup de choses concernant ma vie, concernant mon couple, concernant ma famille. Mais simplement pour comprendre, donc il ne faut pas voir en ce que je dis une immixtion dans tes affaires, là. Béchir, lui, je sais que quand c'était un copain, ton mari, je le connais. Bon, en principe, je le connaissais bien parce qu'on a vécu ensemble pendant longtemps en Algérie, je le connaissais. Je suis sûr qu'il a eu la même appréhension que moi en venant ici. On a ici, voilà, une société où tout est très évolué et surtout le rythme avec lequel les choses évoluent, c'est impressionnant. Puis, il voit comment tu évolues, il voit comment évolue ta fille. Alors, je me demande si, dans ton travail, et puis la société comme tu l'as découverte ici, est-ce que ça ne t'a pas donné... je vais utiliser un terme qui est très populaire chez nous, dit en arabe, hein, est-ce que ça ne t'a pas donné des ailes, à la limite, où il a vu que tu prenais, je sais pas moi, tu prenais des initiatives et puis tu voulais carrément partir de tes propres ailes un peu trop loin. Exactement. De toute façon, tu parles un peu comme lui, puis comme beaucoup d'autres hommes arabes qui vivent ici. Le Canada t'a tourné la tête. Le jour où il déménageait, il s'en allait, le déménageur, c'était un Arabe qui est arrivé, puis il était en train de lui dire, tu sais, on divorce parce que le Canada a tourné la tête à ma femme et tout ça. Et puis le jeune déménageur, il avait peut-être 22, 23 ans, il était en train de dire, moi aussi, la mienne, elle est partie à cause... C'est depuis qu'on est au Canada. Je pense que ça, c'est un discours qui est très facile. Je peux te dire que dans mon entourage, j'ai vécu ça, hein, j'ai vu ça autour de moi. Autour de moi, il y a des gens qui ont terriblement peur et qui, effectivement, qui mettent de plus en plus de barrières entre la famille pour la protéger et la société. Donc, cela s'exprime par quoi? Cela s'exprime vis-à-vis de leurs femmes par une série d'interdictions. Un isolement total. C'est ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم مولانا الكريم. يا رب يا رب يا الله
Cette fois, il a vraiment failli me tuer, je te jure. Il m'a étranglé si fort que je croyais que les yeux allaient me sortir de la tête. Mes larmes ont jailli tellement il m'écrasait de tout son poids. J'ai vraiment vu la mort de près et j'ai décidé de le quitter. Je suis descendue dans la rue. Il pleuvait et il faisait mauvais. J'espérais qu'une voiture de police passerait, je lui aurais fait signe. J'ai essayé d'appeler ma sœur, mais elle n'était pas chez elle. Elle n'était pas chez ses amis non plus. J'étais dans la rue, désespérée. Où aller? Quoi faire? Je n'avais même pas d'argent, et les distances sont tellement grandes, et je ne connaissais pas encore le pays. Bref, il y avait un dépanneur à côté de chez moi, tenu par un homme arabe. Je suis allée lui demander du secours. Il était près de 11 heures du soir de cette nuit d'hiver. On est parti au poste de police du centre-ville. Les policiers ont donc fait venir une interprète qui parle arabe pour m'aider à faire ma déposition. Puis, vers 3 heures du matin, les policiers m'ont accompagné à Secours aux femmes, une maison d'accueil pour femmes en détresse. Depuis, j'ai commencé une longue bataille avec la police, mon mari, les tribunaux. فهل رسول الرضا فهل رسول الرضا عنكم يبشرنا بقربكم Pourquoi cette violence? Pourquoi cette douleur? Je cherche inlassablement ton regard pour essayer de comprendre. Mais nos regards ne se croisent pas. Car, entre toi et moi, la réalité nous sépare et le vide nous guette. Serait-il possible aujourd'hui de parler de toi sans avoir à te maudire, ni à te pardonner, sans avoir à t'accuser, ni à te défendre? Vois-tu, c'est là ma déchirure, c'est là notre rupture. Tu es l'homme que je ne connais pas. Je ne t'ai pas donné l'occasion de me connaître non plus. Tu as tenté de me réinventer dans la poésie arabe,
figure belle, idéalisée, et je t'ai échappé. Effrayé par le vide, tu m'as cherché à travers une vision restreinte de l'islam. Tu es l'homme qui a peur de m'aimer, l'homme prisonnier. Il n'existe pas un homme arabe et une femme arabe. Il y a des femmes arabes et des hommes arabes, il y a des différences, il y a des... C'est vrai qu'il y a des valeurs communes, qui sont les valeurs de la société, mais en même temps, on avait une attitude nuancée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous-mêmes, on avait des aspirations, parce que on avait des principes. La plupart des gens qui vivaient autour de nous avaient des principes. Hein. C'est des gens qui se battaient pour certaines causes, pour certains idéaux. Mais on traînait avec nous quand même nos réflexes. On n'a jamais été habitués à exercer, disons, des rapports démocratiques avec nos femmes, des rapports d'ouverture, etc. Et la société agissait d'une manière générale pour que, disons, que certaines valeurs soient respectées, etc. Donc, on n'avait pas beaucoup de travail à faire, à la limite. Vous pouviez vous permettre d'être permissif parce que vous saviez que la société va être toujours derrière pour bloquer, si tu veux, tout élan qui ne conviendrait pas à vos aspirations. Mais c'est maintenant que je le comprends, pas là-bas. Là-bas, je vivais normalement. Alors, quand on arrive ici, c'est un pays où les questions de morale, etc., sont différentes. Les valeurs sont différentes. J'essaie de poser la question. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi finalement, les gens vivent tellement seuls, où ils vivent des relations pas durables? On voit beaucoup de changements autour de nous. Et bon, c'est vrai donc qu'il y a une peur, parce que je l'exprime, et je l'exprimais effectivement parfois à des gens qui sont ici pour essayer de chercher chez eux comment ils règlent, eux, certaines situations d'après les valeurs d'ici. Comment ils arrivent à les régler. J'essaie aussi de développer mes propres résistances pour que ça ne m'arrive pas à ma famille, à moi. Mais le premier problème qui s'est posé, en fait, c'était quand Anissa a connu un garçon d'ici, un garçon québécois. Alors, ce qui me préoccupait, c'est qu'elle devait s'embarquer dans une logique que je ne maîtrisais pas. Je ne connais pas le pays, je ne connais pas les habitudes des gens. C'était vraiment un choc au début, hein. C'était rapide. On va pouvoir encadrer Anissa ou elle va nous filer entre les doigts. Ouais, c'est ça le problème, c'est que vous faites des calculs trop rapides. Ouais. C'est pas parce que je connais quelqu'un que je vais me marier avec, puis ça va... C'est de voir le résultat avant même que quoi que ce soit arrive. Est-ce que le fait qu'il soit pas musulman n'aurait pas joué un peu... Moi, je m'en méfie parce que l'intégrisme chez nous revêt des visages parfois très, très subtils. Moi, je me dis que il peut pointer quelqu'un qui peut lui faire miroiter n'importe quoi, puis à la fin, il la mettrait... tu sais, il ferait jouer son rôle de ceux contre lesquels je me suis complètement battu depuis longtemps dans mon pays. Donc, j'avais peur de ça. J'avais peur qu'elle ait des accointances avec un Algérien qui soit macho. Bon, macho, c'est peut-être un grand mot. Hein. C'est, disons, un Algérien qui la bloque, qui la limite, qui limite ses libertés. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais en même temps, en fait, c'est vraiment un problème. Alors, vous avez quitté en mai 91 et puis le divorce aurait eu lieu quand, officiellement? Officiellement, c'était en 93. Vous avez retiré la plainte? Je ne sais pas retiré, mais j'ai dit je le pardonne. Tout ce que j'ai dit à la cour, je le pardonne. Mais comme si c'est retiré, quoi. Quelle raison avez-vous retiré cette plainte-là? Je ne voulais pas. J'ai peur, je ne sais pas de quoi. Beaucoup de choses, quoi. Bon, malgré la distance, je n'ai pas encore rien dit à mes parents. J'étais obligée de leur parler. Qu'est-ce que je trouve? Mon père malade, diabétique. Ma mère qui pleurait. Tout le monde était plus ou moins, malgré tout ce que j'ai subi, c'est lui qui était avantageux. Comme quoi, moi, je suis sortie. En sortant de la maison, il y avait un policier avec moi. Ça, c'était la honte dans la famille.
là, je retombe encore j'ai oublié les douleurs verbales, les douleurs physiques, tout, et je retombe dans un remords là. Qu'est-ce que j'ai fait? ماما الحبيبة يا غاليتي البعيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما يا حياتي كم أنا Maman chérie, tu ne peux pas savoir à quel point tu me manques. Chérie et prunelle de mes yeux, j'aurais aimé te voir à mes côtés en ces moments difficiles. J'ai tellement besoin de toi pour apaiser ma peur et me couvrir de tendresse, d'amour et d'espoir. Toutes ces choses qui me manquent terriblement depuis 2 ans, depuis que je suis loin de toi. Éclaire-moi, dis-moi quoi faire. Je t'en prie, aide-moi. Devrais-je accepter de souffrir ou au contraire en finir avec cette situation et commencer une nouvelle vie loin des angoisses et des souffrances? Je me débat contre les problèmes conjugaux. Je demande le divorce et personne ne m'écoute. Je suis battue tous les jours et on me dit coupable. La coupable. Maman chérie, aide-moi, je t'en prie. Je ne me décide pas à lui envoyer cette lettre. J'ai trop peur pour elle. Ma mère, ma famille et mon pays occupent toute ma pensée. Quand je vivais encore avec lui, je ne leur ai jamais parlé de mes problèmes. Je leur écrivais, j'envoyais des photos. Je mentais sur notre vie. Je parlais des plats que je préparais et je leur disais que pour telle ou telle recette, j'avais appelé ma sœur, alors qu'en réalité, je ne faisais pas de cuisine et que je n'avais même pas de téléphone pour appeler ma sœur. Je leur racontais tout ça pour leur permettre d'imaginer ma vie conjugale. J'écrivais à ma mère pour lui dire que j'étais bien, que je sortais, que je travaillais et que je m'entendais à merveille avec mon mari. Mais c'était simplement pour rassurer ma mère. Des fois, quand je l'appelais de chez ma sœur, elle me demandait si j'étais enceinte. Un jour, je lui ai dit que je l'étais. J'ai menti pour lui faire plaisir. Elle insistait tellement. 1 mois plus tard, je lui ai dit que j'avais perdu mon bébé. Tout ça, c'était au moment où tout allait si mal. Je n'étais même plus avec mon mari. Je m'en voulais énormément de mentir à ma mère. Souvent, les peines étaient soulagées entre femmes dans ces lieux fermés où la légèreté fait bon ménage avec la sagesse. Là, elles pouvaient se distraire et éviter de regarder la réalité en face. Désormais, il nous faut affronter le destin et non le déjouer, comme l'a fait la mythique Shahrazad. Pendant 1001 nuits, elle a tenu son époux, le roi Shahrayar, en haleine par des histoires inachevées pour éviter qu'il ne la tue le lendemain, ce qu'il avait coutume de faire pour se venger de l'infidélité de sa première élue. Ainsi, par la parole salvatrice ou la ruse, Shahrazad suspend l'ultimatum vers l'infini. Aujourd'hui, la parole quitte la nuit et les lieux clos. Elle se libère et occupe la place publique. Combien de fois n'a-t-on pas fait poser et parler à ma place d'autres que moi, me ressuscitant ensuite par la clémence de quelques gestes humanitaires autour d'une table de débat? Que de haine pour un homme arabe que je ne déteste pourtant pas. Sur ce champ miné de la cause féminine s'entremêlent en fait tous les motifs. L'exacerbation d'un islam qui n'est pas à la hauteur de sa vérité première, ni de ses prétentions universelles.
la profonde peur de l'autre, l'écoute exclusivement prêtée aux fanatiques, dont la bataille frémit au son de notre force silencieuse et chavire à l'idée de nos corps libres. Donc ce livre-là, c'est un livre qui est assez court et qui est un livre d'humeur, je dirais. Humeur, c'est-à-dire qu'il réagit contre quelques clichés ou quelque chose, dont le premier est le mythe de Scheherazade. Donc à un moment, il y avait tellement de livres qui s'écrivaient sur Scheherazade que j'avais besoin de bousculer le mythe. Et je crois qu'une civilisation avance quand elle bouscule ses propres mythes. Et ce n'est pas courant dans le monde arabe. Donc je voulais dire assez de Scheherazade, les femmes arabes sont modernes, les femmes arabes sont autres, elles ne racontent pas que la nuit, elles racontent le jour, elles n'ont pas comme façon d'agir que la ruse, elles ont aussi leur propre vérité, elles s'exposent au jour, elles s'exposent à la douleur, elles s'exposent à la vérité. Et tout ça tourne autour de ce que j'appelle de multiples paradoxes du féminin, dont celui de l'ouverture et de la rupture. Dont celui d'être, par exemple, dans l'exil, d'être apparemment loin, mais d'être complètement dans la tradition. Donc il y a plusieurs paradoxes que les hommes généralement ne comprennent pas, qu'ils mettent sur le compte des contradictions, mais les femmes ont cette richesse qui fait parfois que les contradictions sont réconciliées. Je ne peux plus aller plus loin. Merci, Fawzia Zouari. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous avez un micro à l'avant. Et donc, il vous est possible de vous présenter ici. C'est extraordinaire, mais pour en finir avec Scheherazade et Shahrayar, lui, je ne sais pas, c'est quoi? Je le dis à un moment, je le dis, j'ai avalé Shahrayar, ça c'est le côté sorcier des femmes. Hein. J'ai avalé Shahrayar, il est au fond de moi. Ce n'est plus l'homme qui m'oblige aux échéances de calendrier, c'est mon exigence de vérité. Il est intérieur à moi et c'est ça, c'est l'exigence de sincérité et de vérité en moi. Donc ce n'est pas un témoin extérieur, ce n'est pas un oppresseur, c'est quelqu'un que j'ai intériorisé. Je ne le tue pas pour autant, je le réduis au silence et je le reformule autrement. C'est juste le trait là du tronc de l'arbre, ok? Dans l'épaule. Attends, ici. Ici. Non, essuie ton pinceau. Oh, tu débrouilles. Où est-ce que tu vas mettre? Bravo. C'est beau. Couleur de tôle ou d'hiver? Quelle couleur ici on a? Couleur là? D'hiver, ça c'est un hiver. J'ai vécu avec Fadila et Roula une partie de leur difficile épreuve. Je les ai vus s'en sortir à force de courage et de détermination. Mais pour quelques dénouements heureux, combien demeure encore au creux de la vague, au milieu des tiraillements et de ruptures successives? La violence conjugale n'est souvent que la partie visible de l'iceberg. Ça va bien? Fermer les yeux sur la violence, c'est passer à côté de nous-mêmes. Mais le français s'est amélioré. Un peu. Ah, mais pas mal, je trouve. Oui, parce que Pat commençait le cours jusqu'à maintenant. Pat commençait. Fini le matin. Plus court le matin. Oui. Comment allez-vous? Ben ça va, moi, mais c'est toi surtout. Ah oui, je suis contente parce que vous voir... et vous? Oui, moi aussi, je suis contente. Ça a l'air bien. Puis je me disais, bon, j'espère qu'elle va trouver un pays où on va pouvoir l'accueillir et qu'elle va pouvoir revenir. Puis en tout cas, tout ça s'est concrétisé, en fin de compte. Moi, je pense que c'est le véritable défi des femmes arabes, surtout en situation d'immigration, où il est normal, logique et sain et souhaitable qu'elles s'intègrent à leur société d'accueil. Mais le véritable défi, c'est comment avancer, comment faire leur choix comme individus, là, indépendamment de leur communauté d'origine, indépendamment de la société d'accueil, comment le faire dans la continuité et pas dans la rupture.
Parce que c'est un conflit de loyauté, ça, énorme. Hein? Je suis au carrefour, je dois m'intégrer, je dois choisir. Et choisir, c'est renoncer. Sauf qu'on peut faire des renoncements. C'est ça la vie, indépendamment de l'immigration, sans rompre, sans jeter complètement le bébé avec l'eau du bain. Et je pense que c'est ça le défi de la femme arabe. Le harem. C'est comme le repos du guerrier pour les hommes, tu sais. Pour nous, rentrer au harem, de temps en temps, c'est bon. Je me dis, bon, tu sais, si j'ai réglé le problème où j'ai fait mon règlement de compte avec les hommes arabes, je me retrouve ici avec une autre aliénation qui est, bon, ben, tu sais, c'est le regard des autres, le regard posé. C'est vrai, parce que ce que tu dis, parce qu'on va de règlement de compte en règlement de compte. C'est ça. Mais nous sommes donc en période d'interrogation totale. Eh bien, ça aussi, c'est une autre forme de violence. Mais c'est la bonne violence, en quelque sorte. La problématique est collective, autant pour les hommes d'ailleurs que pour les femmes. Mais je pense qu'une fois qu'on a posé la question en ces termes-là, que la problématique elle est collective, je pense que la réponse est individuelle. Et je pense que le drame des sociétés arabo-musulmanes, c'est cet acharnement à trouver des réponses collectives, qui sont un autre carcan, à mon sens. Mais parce que le postulat idéologique et religieux est là. Nous raisonnons par communauté. De toutes les façons, dans la conception qui est la nôtre, l'individu n'existe pas. Donc c'est la communauté. Il ne saurait y avoir de réponse et de problématiques posées que par la communauté et résolues par elle. Donc quand l'individu parle, on crie tout de suite à il est marginal. Or, se désigner en tant que femme comme une femme violentée, c'est en même temps se désigner comme individu. Moi, je pense que la problématique féminine actuelle, c'est que justement, elle se décale par rapport à la communauté. C'est la naissance de l'individu. La naissance de l'individu naît dans nos sociétés par l'interrogation féminine et par la désignation du jeu féminin. Ce qui est curieux, c'est qu'à la fois, on reconnaît qu'en fait, il y a un carcan doctrinal, idéologique, culturel, etc. C'est pour ça que je vois mal les réponses individuelles à une problématique aussi sociale. Il y en a qui trouvent leur réponse dans le militantisme politique ou autre. Moi, j'ai rien contre le féminisme. Je pense pas que ce soit non plus un dogme à réfuter. Ça peut être un élément de réponse. Le problème, c'est que les réponses claires ne sont plus possibles à notre époque. Non. C'est quand même les idéologies sont tombées. Il n'y a plus de communisme, de je ne sais pas quoi. Il y a des extrémismes auxquels on adhère ou on n'adhère pas, mais qui eux-mêmes ne sont pas très clairs. Et donc, je crois qu'il faut reconnaître et vivre dans la nuance. Et c'est ça l'individu en soi, c'est de trouver dans ce qu'il aime le plus. Aïcha, elle a trouvé sa voie pour moi. Ton itinéraire et ton parcours est celui d'une femme qui élève au niveau du sérieux la musique. Or, le sérieux a toujours été du côté des hommes, l'érudition et le savoir ont toujours été du côté des hommes, et toi, voilà que tu remets en valeur une tradition vocale et musicale du 19e siècle. La création artistique est tellement immense dans ma vie, elle prend tellement de place que j'en oublie mon sexe. Ça, c'est ce qu'on appelle la plénitude et l'égoïsme de l'artiste. Ça, tu as droit. Les artistes, dans la mesure, tu as une plénitude dans ce que tu crées. Donc, c'est l'essentiel. Donc, tu n'as pas besoin de prouver. Ni que tu es femme, ni que tu... Donc, tu n'as pas besoin de discours. Je suis. Le fait, quand je dis je suis, que tu le veuilles ou non. Je pense, je chante, je suis, c'est largement suffisant. Mais ce n'est pas à toi de dire maintenant comment, en quelque sorte, tu fais avancer la condition de la femme. Ce n'est pas à toi de le dire. Mais que tu le veuilles ou non, plus. Involontairement, tu le fais. Ça ne m'appartient plus. J'ai tourné le dos au siècle d'oppression, autant exclusivement masculin. Longtemps je parlerai, pour étancher ma soif des mots, pour migrer au plus loin de mes profondeurs, en revenir et déposer au grand jour, en présence de tous, ce qui m'appartient en propre et que l'on crut à jamais me confisquer. Contrairement à ce que l'on peut croire, à toutes les images et les caricatures, il ne sera pas donné à la femme arabe de vivre une époque plus investie d'intensité. À son tour aujourd'hui de dire « l'avenir, c'est moi ».
في